Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Gilles Van den Buur. Alors c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce podcast Positive Changemakers dans le cadre de cette 3e saison. Alors nos auditeurs le savent et je te l'ai dit aussi en préparant un petit peu le podcast où j'ai décidé de ne plus seulement aller à la rencontre d'entrepreneurs sociaux ou entrepreneurs ou même des enseignants, des gens qui se bougent finalement, peu importe le métier pour un monde meilleur, mais également d'hommes et de femmes politiques, ceux qui ont décidé de se retrousser les manches dans cette arène-là. Alors tu sais que j'ai reçu Yvan Verhoekstra des Engagés et Anne Lambellin du Parti Socialiste Avant Toi. Mais il est aujourd'hui temps de parler avec toi, Gilles Van den Buur, chef de groupe, chef de file, chef de groupe plutôt écolo au Parlement fédéral. Alors, en fait, ce qui m'a plu dans ton profil, pour le dire d'emblée, c'est que Yvan est quelqu'un qui est rentré récemment en politique. Il a eu un parcours dans le privé assez long. Anne y est rentrée dès son plus jeune âge. Et toi, on a l'impression en fait que tu as toujours été en politique. On commence à avoir cette impression-là, mais en fait, pas du tout. Tu as fait une première carrière quand même de 12 ans dans le privé. Tu es passé notamment chez CBC Bank et puis surtout un peu plus longtemps chez le géant industriel Umicore. Alors, lorsque tu t'es présenté pour la première fois en politique, c'était en 2010. Ça commence déjà à dater. Ça fait 14 ans. Et tu disais ceci, je te cite, « Il y a 3 semaines encore, je n'imaginais pas faire de la politique. Les événements m'ont fait changer d'avis. » Alors, ma première question, Gilles, qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là justement de changer d'avis ? Bah écoute, c'est chouette d'avoir la citation de l'époque, je ne l'avais pas, donc je serais intéressé de voir où tu l'as retrouvée, mais voilà. Mais effectivement, donc moi en 2010, je travaillais encore chez Umicore, comme tu l'as dit, donc qui est un grand groupe belge industriel, donc essentiellement actif dans le recyclage de métaux. Et effectivement, en parallèle, depuis quelques années, j'étais aussi responsable d'une ASBL en fait, une ASBL qui s'appelle toujours d'ailleurs B+, et l'objectif était de lutter contre le séparatisme, donc faire en sorte de dire, écoutez, vous savez, bruxellois, flamands, wallons, germanophones, on a beaucoup plus en commun que de raison de se séparer en fait. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours aussi animé, ce côté de dire en Belgique on a quand même beaucoup de chance et la diversité c'est une force, diversité de langue, diversité de culture, diversité d'origine, de région, etc. Et donc moi j'étais président d'une SBL donc B+, qui effectivement donc essayait d'être dans le débat public pour dire voilà, on avait les forces nationalistes, séparatistes, surtout flamandes, mais aussi on va dire rattachistes du côté wallon, hein, ceux qui voudraient que la Wallonie aille avec la France. Et on était en plein débat à l'époque 2010 pour les moins jeunes qui nous écoutent, en plein débat institutionnel. Hein, Bruxelles a le Vilvoorde. Oui, aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'était, mais peut-être tant mieux parce que c'était pas passionnant. Mais le gouvernement, en tout cas fédéral, tombait sur des questions communautaires. Élargissement de Bruxelles, circonscription électorale, etc. Et moi, à cette époque-là, donc, j'étais effectivement très actif sur ces enjeux-là, donc à côté de mon travail, parce que je n'étais pas en politique. Mais si je peux me permettre de t'interrompre, qu'est-ce qui a fait que du coup, à côté de ce travail, tu t'es déjà engagé en fait finalement dans quelque chose qui était politique, mais sans couleur. Parti, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc moi, depuis toujours, j'ai eu, je pense, l'attrait du débat public, l'attrait de la chose publique, de me dire j'ai envie à un moment donné, contribuer à ce que certaines causes qui me sont chères, je puisse les faire évoluer. Alors je ne me disais pas spécialement ça doit en être mon métier je dirais de 8h du matin à 7h le soir, mais j'ai envie de contribuer. Déjà, moi j'ai fait des études d'ingénieur, on disait à l'époque commercial, aujourd'hui ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve. Je suivais beaucoup de débats politiques dans les auditoires, mais quel qu'était effectivement, je m'étais pas encore fixé sur un parti, mais j'allais à beaucoup de débats. Et effectivement, après moi-même, je me suis lancé donc dans plusieurs ASBL, mais une en particulier qui m'a pris beaucoup de temps, effectivement. Donc c'est cette ASBL B+ au niveau de la lutte contre le séparatisme. Mais ça a toujours été quelque part en moi de me dire, à un moment donné de ma vie, on verra bien quand, j'avais pas de plan, je dirais de carrière spécifique, de date ou autre, mais de me dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie de travailler pour quelque chose qui a, pour moi en tout cas, du sens au niveau de la société, alors que ce soit sur la Belgique, mais aussi par rapport à la redistribution, par rapport à l'enjeu climatique, puisque, comme je disais, je travaillais dans le privé la plupart du temps pour une entreprise industrielle active dans le recyclage de métaux, et donc on se rend bien compte aussi de la nécessaire transition industrielle dont on a besoin. Et donc tous ces éléments-là ont fait qu'à un moment, en 2010, quand le gouvernement est tombé, parce qu'en fait c'est à ce moment-là, Alexander De Croo à l'époque, président du VLD, qui tire la prise, qui dit écoutez, on en a marre de négocier avec les francophones, on tire la prise, plus de gouvernement, et donc élection. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'en ai un petit peu marre d'être au balcon, que ce soit dans mon ASBL, que ce soit dans les thèmes qui me sont chers, la Belgique, mais évidemment pas que, hein, comme je le disais, la transition écologique, le fait de m'être rendu compte, pour être dans l'industrie, des limites de notre modèle économique, de
creuser, produire toutes les matières premières et jeter. Ouais. Aujourd'hui, heureusement, on évolue vers du circulaire, mais à l'époque, c'était pas tellement Ça commençait dans l'air peut-être du tout temps. doucement, Voilà. en fait. Ouais. Alors, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était le modèle majeur, le recyclage, mais disons que ça restait, en tout cas, encore un peu niche. Et alors voilà, je me suis effectivement présenté naturellement, je dirais, chez Écolo, comme candidat, on appelle ça d'ouverture, ça veut dire on n'est pas membre. On n'a pas de carte de parti, mais on dit on partage les idées, en tout cas la plupart des idées. Là, c'était une élection, donc, comme je disais, très communautaire, et clairement le discours écolo-groen pour mieux collaborer, je dirais, davantage être dans un fédéralisme de coopération que, en tout cas, lutter contre le nationalisme et le repli sur soi. Le discours aussi bonne gouvernance, faire de la politique autrement. Moi, j'étais très dégoûté aussi des pratiques politiques qui font que d'aucuns piquent dans la caisse ou des scandales de corruption qu'on a beaucoup vus aussi dans ces années-là. Que ce soit du côté de Charleroi, que ce soit du côté toute une série de scandales politiques, fort liés au Parti Socialiste à l'époque, mais après il y en a eu d'autres, notamment en Flandre avec le CVP à l'époque, CDNV aujourd'hui. Tout ça m'a naturellement amené chez Écolo, et donc effectivement en 2010, pour les élections fédérales, je me suis retrouvé candidat d'ouverture à Bruxelles pour Écolo. Donc tu n'as pas hésité entre différents partis politiques à ce moment-là? À ce moment-là, non. Non. Okay. Alors je dis pas qu'avant, j'ai pas été avec d'autres idées politiques, dans le sens où moi, ce qui est important pour moi, c'est, comme je le disais, c'est la redistribution. Je pense moi, je ne supporte pas vraiment, c'est quelque chose qui me mobilise beaucoup, c'est le fait de se dire, moi j'ai de la chance, moi j'ai des parents qui m'ont permis d'avoir une éducation que j'ai eue. Je suis né dans une famille qui avait les moyens, pas riche, mais mon grand-père paternel était indépendant, coiffeur, chaussée d'Ixelles. J'ai vécu ma jeunesse à Woluwe-Saint-Pierre, mais mon autre grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère étaient infirmières. Mais après, voilà, mes parents ont eu la chance d'avoir accès aux études supérieures dans les années 60, 70, 80, comme beaucoup. Mais voilà, moi je suis... et donc ont pu avoir accès, je dirais, à des métiers plus rémunérateurs qui ont fait qu'ils ont pu... effectivement, moi j'ai une jeunesse tout à fait, je dirais, sans problème spécifique, heureuse, sans problème spécifique. Et ta scolarité, par exemple, quelles sont un petit peu les grandes lignes de ta scolarité? Et donc, ce que je voulais juste dire, et après je répondrai là-dessus, c'est que l'impact redistribution, j'aimerais vraiment, à Bruxelles, en Belgique, mais là je suis bruxellois, je ne supporte pas le fait de me dire qu'aujourd'hui 30-40% de la jeunesse n'a pas en fait cette chance. Alors pour moi, c'est une vraie richesse, la jeunesse, à Bruxelles en particulier, mais dans notre société en général, et de se dire que dès le fait d'avoir 8, 10, 12 ans, parce que moi j'ai des enfants qui ont entre 8 et 11 ans, je vois déjà les inégalités, mais du fait de comment se passent les choses à la maison. Et quand elles se passent mal à la maison, c'est compliqué qu'elles se passent bien à l'école, où là, normalement, évidemment, il y a une égalité plus grande. Ça, c'est quelque chose qui me mobilise beaucoup. Je l'ai dit, les enjeux climatiques, parce que je me rendais bien compte, au niveau économique et industriel, que le modèle dominant, en tout cas en 2010, n'était pas viable, n'était pas durable pour la planète. Et enfin, comme je disais, les enjeux liés, je dirais, à la Belgique, au fait que je trouve qu'on est plus fort ensemble que séparés. C'est ça qui m'a amené. En fait, tu as trouvé le mix parfait. Voilà. Et donc c'est ça qui, en 2010, naturellement, m'a amené chez Écolo. Mais j'avais des préoccupations, effectivement, comme je le disais, redistribution, enjeux industriels, économiques, voilà, qui faisaient que j'allais parfois avant à des débats organisés par d'autres partis. Mais je dirais en 2010, naturellement, donc je me suis pas beaucoup pris la tête avant de me lancer sur une liste. Pour répondre à ta question. On y reviendra juste un peu après, de toute façon, également. Mais pour revenir du coup un petit peu justement dans les grandes lignes de ton enfance, etc. Tu dis voilà, j'ai une enfance assez normale, sans trop de soucis, etc. Mais est-ce que le Gilles, on va dire de 12-13 ans, était peut-être déjà quelqu'un qui était préoccupé par l'état du monde, ou pas spécialement? C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Est-ce que tes parents éventuellement t'ont inculqué une certaine volonté de changer le monde, ou la culture du débat? Est-ce qu'elle était présente par exemple dans ton enfance? Étonnamment pour, je pense, un responsable politique aujourd'hui, moi, en fait, à table avec mes parents, on parlait peu politique. En tout cas, de politique politicienne, politique de couleur politique. Mes parents n'étaient pas très engagés politiquement, mais je pense qu'ils m'ont inculqué des valeurs. C'est pour ça que je fais la différence. C'est-à-dire que, notamment les valeurs de redistribution, parce que mes parents étaient effectivement
moi, j'estime que mes parents ont bénéficié de l'ascenseur social. Hein, comme je le disais, moi, j'avais un grand-père paternel qui était coiffeur, parfumeur, ce qui est tout à fait respectable, honorable. J'en suis assez fier, en fait, José Dixel. Je l'ai malheureusement jamais connu en activité. Du côté de ma mère, à la fois mon grand-père est un réfugié politique, alors ça ne se voit pas sur mon nom de famille puisque j'ai le nom de mon père, oui, et ni mon visage d'ailleurs, mais il vient des pays de l'Est. Il a fui le communisme en Bulgarie pour arriver en Belgique. Donc tu as du sang bulgare un peu en toi. Ouais, un quart, quoi. Ouais. Effectivement, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas, mais voilà, c'est la beauté des mélanges, et on a tous du sang mélangé en fait, mais parfois pas visible directement. Et ma grand-mère, donc, qui a rencontré mon grand-père, donc mon grand-père a fui de Bulgarie, est arrivé ici, il a rencontré ma grand-mère, Carolo, infirmière, comme je le disais. Et voilà, et donc ils ont fait notamment, ils ont eu plusieurs enfants, mais dont ma mère. Et effectivement, ma mère, elle a fait des études supérieures, chimiste, elle a travaillé dans des labos de chimie, etc. Après, mon père, lui, il a eu une carrière plutôt commerciale, parce que, voilà, je dirais, typiquement dans les années 60, 70, où tout était possible, hein, les Golden 60s, etc. Et donc, clairement, ils ont pu arriver à des fonctions sans du tout dévaloriser mes grands-parents, mais qu'on peut considérer un ascenseur social en termes d'accès à... mon père a terminé sa carrière comme directeur d'une entreprise, ma mère, elle a évolué dans des labos de grosses entreprises chimiques. Donc voilà, ils avaient effectivement sans doute des possibilités, des revenus que leurs parents n'avaient pas. C'est pour ça que je parle d'ascenseur social. Et donc moi, ils m'ont inculqué beaucoup ces valeurs-là aussi. Alors ces valeurs de pouvoir à la fois être conscient d'où on vient et sans se prendre la tête. Alors oui, ça aussi, mon père et ma mère, c'était dès qu'on se prenait la tête ou qu'on faisait un peu dickeneck, comme on dit à Bruxelles, donc prétentieux. Alors on a tout de suite remis à sa place, ce qui est très bien. Vraiment, je les remercie beaucoup pour ça, parce que je pense que dans la vie, moi c'est un défaut que je trouve un des pires défauts au monde, c'est la vantardise. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais par ailleurs, comme je disais, la redistribution, moi mon père me dit toujours... on paye effectivement beaucoup d'impôts en Belgique, mais je suis fier de les payer parce que c'est important, etc. Enfin voilà. Donc oui, ça m'a toujours été inculqué quand j'étais jeune. Tu as reçu effectivement pas mal, tu as vu tes parents également profiter de l'ascenseur social, donc si j'entends bien, ça nourrit effectivement cette volonté de se dire moi j'en ai profité et je vois autour de moi que pas tout le monde peut en profiter. Et donc voilà, j'ai envie de... Tu avais des frères et sœurs ou tu étais fils unique? Non, moi je suis fils unique. Fils unique, ok. Voilà. Ah bah du coup, je suis également fils unique. Ah bah voilà, du coup, c'est un point commun. Souvent on se dit qu'en ayant des frères et sœurs, on a un peu plus, dit-on, mais c'est probablement un préjugé, la volonté de partager. Mais bon. Ouais, bon, alors... Quand j'avais 10 ans, je ne sais pas si j'avais beaucoup envie de partager mes jouets. Ça, je pense que sans doute, comme bon fils unique, ce n'était pas le cas. Mais c'est se rendre compte dans quelle situation on vit, en fait, dans quelle situation on est. Et je me rends plus compte aujourd'hui qu'à l'époque, sans doute, évidemment. Mais oui, j'ai eu ce privilège. Enfin, c'est pas vraiment un privilège, mais d'avoir une jeunesse dans de très bonnes conditions, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit d'éducation. Oui. J'aime aussi mes parents. J'essaie de faire la même chose, évidemment, moi maintenant, aujourd'hui, avec mes enfants. J'ai 2 enfants. Mais il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Et ça, pour moi, c'est être responsable politique à la fois connecté. Et ça, c'est pour moi un enjeu de valeur aussi, de se dire, je pense que c'est un enjeu majeur. Il y a la transition évidemment climatique, écologique, mais en termes de social, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la redistribution qui est fondamental. On y reviendra. Je me permets de revenir du coup un peu sur ton entrée en politique. Donc 2010, tu as quel âge à ce moment-là, Gilles ? Alors, en 2010, donc je vais calculer, j'ai... donc il y a 14 ans. 32 ans, ouais, j'ai 32 ans. Tu as 32 ans. À ce moment-là, tu es peut-être déjà marié, tu n'as pas encore d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant et je ne suis pas marié. Okay. Voilà. Et donc à ce moment-là, peut-être du coup tes parents ou autres, quelle est un peu la réaction de ton entourage, tes amis, de se dire, bon voilà, j'imagine qu'à un moment donné, tu annonces les amis, parents, je rentre en politique. Ouais. Quelles ont été leurs réactions? Alors politique, de nouveau, avec une couleur là. En fait, c'est surtout le choix de la couleur, parce que c'est vrai que mes parents avaient déjà compris que j'avais le virus du débat public, de l'engagement dans la société. Et là, ça a été la couleur politique, surtout que c'était une place, donc pour aussi clarifier pour les auditeurs, auditrices, qui n'était clairement pas éligible. Donc j'étais de mémoire 5e sur la liste fédéral écolo à la Chambre. Ce qui me semble déjà pas trop mal pour une première fois. Pour une première fois, c'est très bien, mais on avait 2 élus. Oui, c'est ça. Donc on savait bien que pour les élections, ce serait le premier et la deuxième, avec le système de dévolution de la case de tête. Enfin, je vais pas du tout être dans le détail, c'est pas intéressant, mais c'était certain que je ne serais pas élu. Sauf si j'allais faire 100 000 voix, mais voilà, j'étais pas non plus capitaine des Diables Rouges, donc ça, c'était pas parti pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est que
contrairement aujourd'hui peut-être à d'autres, je ne rentrais pas en politique avec une place acquise au Parlement. Pas du tout. Même l'inverse, en fait. Je savais que ça ne serait pas du tout acquis. C'est plutôt dire, je soutiens ce combat et on verra bien pour la suite. Il se fait que la suite m'a plu, etc. Mais je veux dire, à ce moment-là, et donc ça, évidemment, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quelque part, ça pose aussi des questions. C'est-à-dire, tiens, tu te lances, tu as un bon boulot là aujourd'hui dans une entreprise industrielle belge. Tout à fait, oui. Donc tu quittes tout à ce moment-là, en fait, pour faire ta campagne pour faire campagne, oui, mais je peux rester... donc j'ai annoncé d'abord à mon employeur, qui en fait n'a pas le choix que d'accepter, même si je l'ai fait de manière... tout à fait constructive, et qui m'a dit ok d'ailleurs. Honnêtement, ils ont été assez cool aussi. Alors, j'allais pas non plus à l'extrême droite, mais je veux dire, ils étaient évidemment assez cool. Mais légalement, et c'est normal, moi je défends ça très fort aussi, que les travailleurs aient le droit de s'engager en politique sans être sanctionnés par leur employeur. Donc, j'ai continué. Je n'ai pas arrêté mon travail du tout chez Umicore. Tu peux commencer à faire campagne en travaillant bien encore. sûr. Ok, oui, d'accord. Bien sûr, et donc, si jamais tu n'étais pas élu, pas de problème. Oui, c'est ça. Okay. Ah oui, je n'ai pas démissionné, surtout que je savais très bien que je ne serais pas élu. Et donc, le regard des autres, c'est effectivement, à partir du moment où on fait de la politique avec une couleur, forcément, à un moment donné... Il y a des réactions. Il y a des réactions, bien sûr. Il y a des étonnements, des questionnements, des gens qui disent super, comme partout dans la vie. Mais je savais qu'avant, j'étais beaucoup dans des débats sans cette couleur politique. Une fois qu'on en a une, forcément, la perception des autres change très fort. Et ça, il faut le savoir. Quand je rencontre des gens qui veulent s'engager en politique, je les préviens, parce qu'il faut être honnête. Avoir sa tête sur une liste électorale avec une couleur définie, ça change la perception de tout son entourage et voilà, dès qu'on va à un anniversaire, à un mariage, à que sais-je, d'événements publics avec des comment tu l'as vécu, copains et des copines, on est confronté systématiquement à sa couleur politique et donc aussi à ce que font d'autres au sein du parti, même si vous ne le contrôlez pas. Et donc ça, il faut le savoir. Et comment tu l'as vécu alors justement? Honnêtement, assez bien. Pourquoi? Parce que, j'assumais totalement mon choix. De deux, on voyait bien que ce n'était pas un choix de carrière, puisque au moment en tout cas où je fais le choix en 2010, il n'y a pas de carrière, puisque c'est juste... oui, tu te lances quoi. C'est juste me dire, je soutiens les valeurs portées par les écologistes en 2010, et je le soutiens tellement fort que je suis d'accord d'aller sur leur liste. Voilà, ça c'est en fait l'engagement qu'on fait, puisqu'on est candidat d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de carte de parti. Dans la suite, je le ferai parce que j'ai clairement mordu à l'hameçon et ça m'a beaucoup plu. Donc, je le vis assez bien. J'ai beaucoup aimé faire campagne électorale parce que je trouve qu'on rencontre une diversité, on se rend vraiment compte de la société dans laquelle on vit en fait. Moi, ça, je dois reconnaître qu'avant de faire de la politique et donc surtout des campagnes électorales, je n'avais pas idée de la complexité, de la richesse en fait de notre société et parfois des énormes difficultés de certaines personnes, il faut pouvoir le dire. Et donc ça, moi, ça m'a énormément enthousiasmé. Parfois aussi, on se rend compte de l'ampleur des défis. Donc je l'ai plutôt bien vécu. Maintenant, c'est sûr qu'il faut pouvoir aussi avoir le cuir un petit peu épais. Il faut pouvoir aller, comme on dit à Bruxelles, il faut pouvoir aller la contre. Donc il faut parfois pouvoir se rendre compte qu'effectivement, même dans certains milieux, je vais dire, avec des gens qu'on connaît, on va être très très fort... très fort bousculé. Mais oui, c'est ça. Ça, il faut s'y attendre. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont arrêté de te parler à tout hasard? Non, pas jusque-là. Ça va encore. Non. Et j'ai cette chance, encore aujourd'hui, d'ailleurs, moi je cultive le fait que l'immense majorité des gens que je vois dans ma sphère privée, c'est des gens qui ne sont pas en politique. Et donc ils ne se privent pas pour me tacler, mais je me permets de les tacler en retour sur d'autres sujets, et c'est comme ça qu'on reste copains en fait, parce que sinon, voilà. Et donc j'ai aussi des copains, maintenant ça fait quand même quelques années que je suis en politique, donc j'ai aussi des copains en politique, mais l'immense majorité de mon cercle privé n'est pas en politique et je trouve ça pas plus mal. Est-ce que, pour rebondir là-dessus, les amis en politique, on dit souvent qu'on a plus facilement des fois des amis dans d'autres partis politiques que dans le sien. Qu'en est-il de ton côté? Sans dévoiler quoi que ce soit. Moi j'en ai, disons, moi j'essaie de bien m'entendre au niveau professionnel avec la plupart de mes collègues ici, surtout que je suis chef de groupe. L'idée c'est rassembler et faire du collectif. Mais pour moi, quand je dis je vais au-delà de l'aspect professionnel, c'est quand on se voit en dehors des événements même professionnels. C'est-à-dire on va vraiment faire des activités ensemble en dehors de la sphère professionnelle. Il y en a quelques-uns, chez Écolo, chez Groen aussi, et l'un ou l'autre dans d'autres parties. Mais comme je le dis, c'est vraiment l'immense majorité pour moi de mon temps libre, hors boulot, c'est... avec des gens qui ne sont pas en politique. Et c'est pas tellement un choix, ça s'est fait naturellement. Je suis rentré tard en politique, c'est peut-être ça aussi qui fait que moi,
oui, tout mon cercle privé à la base, c'est des gens hors politique. Il y en a certains ici avec qui je vais avec grand plaisir boire un verre, manger un bout, voir un match de foot. Et du coup, ça discute politique à ce moment-là aussi? Oui, aussi un peu, mais pas que, heureusement. C'est ça. Pas que. Donc, mais justement, je trouve ça chouette que tu partages ça, parce que voilà, c'est pas le genre de questions, tu vois, qu'on peut te poser à la RTBF ou enfin, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, parce que quand j'avais Yvan Verhoekstraat justement, par exemple, derrière le micro, et je pense que je t'en avais touché un mot, qui dit à un moment donné aussi que mais quand on est en interview, on nous oblige entre guillemets à pas être d'accord avec l'autre, parce que sinon on donne l'impression que l'autre gagne le débat, etc. Moi personnellement, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, je trouve qu'effectivement ça décrédibilise un petit peu des fois la politique, de ne pas simplement avoir la franchise de dire ben oui, je peux être d'accord avec même Georges Boucher du MR, même si on n'est pas dans le même parti par exemple sur certains points, ou je peux aller boire un verre avec lui ou un tel. Je trouve qu'effectivement c'est peut-être cette image là aussi que les citoyens n'ont pas assez, je pense. Enfin, je sais pas, sans te lancer plus que ça sur la relation de confiance entre citoyens et politique, mais est-ce que là aussi tu n'as pas l'impression peut-être qu'il faudrait un peu plus jouer cette carte de la transparence, parce qu'à force d'être dans ce rôle de politique, chacun prêche pour sa chapelle et enfin tu vois, on se dispute un peu par presse interposée. Oui, et d'ailleurs c'est un point que je regrette le plus en fait, pour le dire de manière très franche. C'est-à-dire que bon, moi je suis arrivé donc en politique en 2010, mais donc je n'ai pas été élu pour continuer l'histoire. Et donc finalement, mais par contre j'ai fort mordu à l'hameçon et je me suis engagé très fort chez Écolo. Au-delà d'ailleurs des sujets belgiques, si je puis dire comme ça, aussi des sujets économiques, parce que c'est quand même la base de mes études et de mon parcours professionnel, économie et emploi. Et donc en 2014, je me retrouve aussi sur une liste électorale comme premier suppléant. Mais donc ce que je veux dire, c'est que finalement, je suis devenu député en 2015, quand Zach Akatabi est devenu président. Moi, j'étais son suppléant, et donc je suis monté ici à la Chambre. Et depuis lors, j'ai été réélu en 2019. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour dire que en 2015, quand je suis arrivé, on était dans l'opposition au gouvernement Michel, MRNVA. En 2019, on gagne les élections avec Écolo et Groen, et donc finalement, on se retrouve dans un gouvernement. Et donc moi, depuis 3 ans, on est dans un gouvernement ici, dont je suis chef de groupe à la Chambre, donc j'ai beaucoup de contacts avec nos partenaires de coalition. Et je dois dire un regret que j'ai, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, à part peut-être au tout début, il n'y a jamais vraiment eu ce sentiment de, en fait, on a un gouvernement à 7, c'est vrai. Bon, on pourrait dire 3 familles politiques plus le CDNV. Bien sûr. Mais on n'a jamais eu vraiment ce sentiment d'équipe. Dans le sens, allez, même si je sais bien qu'il y a les élections bientôt, etc., je ne suis pas du tout naïf quand même, mais allez, début de coalition Vivaldi, bon, ça a été le cas quelques mois, mais ça a quand même vite disparu. Ce côté de, bon, on a un gouvernement, on a tous intérêt, en fait, certainement au début, que ça marche bien. On a tous intérêt de porter des réformes qu'on va tous défendre, puisqu'on est tous dans le même bateau, si je puis dire. En plus, face aux extrêmes, certainement l'extrême droite, Vlaams Belang, je dirais les populistes pour moi du PTB, et je les mets sur un pied différent. Mais, et donc, on sait que l'enjeu, c'est ça. C'est aussi combattre les extrêmes en faisant des réformes pour les personnes les plus fragiles, pour le climat, etc. Et ça, honnêtement, on n'a pas eu très longtemps ce sentiment-là de on fait une équipe. Alors au sein d'Écolo Groen, oui, évidemment, on est très très fort collectif. Bien sûr. Mais je parle vraiment avec les autres. Et ça, oui, c'est un regret, parce qu'il n'y a rien à faire dans le monde de l'entreprise. On doit mener des projets, et parfois on n'est pas du tout d'accord avec son collègue, son adjoint, son directeur, son boss, que sais-je. Mais il faut arriver à terme et lancer le projet. C'est pas pour ça qu'on devient copain, pas ça que je dis. Mais à un moment donné, donner ce sentiment d'équipe. Ça ne veut pas spécialement dire partir en vacances ensemble, loin de là, je ne plaide pas pour que, voilà. Mais un sentiment d'équipe. Et ça, parfois, ça me manque. Et je pense, et là je rejoins ce que tu dis, que les citoyens sont beaucoup plus en demande de ça que ce qu'on croit. On croit que si on clive et qu'on va faire un tweet qui va bien tacler l'adversaire, on va gagner. Moi, je ne crois pas. Parfois, oui, je ne dis pas. Parfois, il faut montrer les différences. Ça, moi, je n'ai pas de souci. On est en politique, il faut montrer les différences. Mais on peut le faire de manière un peu plus bienveillante et apaisée, parce que je crois que tirer le débat vers le bas, comme font certains, et on voit que ce n'est pas uniquement belge d'ailleurs comme phénomène, certainement par rapport aux extrêmes,
Mais on voit en fait que ce sont les démocrates qui perdent généralement quand on tire le débat politique beaucoup trop bas parce que les gens se désintéressent et finalement c'est que les propos les plus extrêmes qui vont entendus rester, et qui sont entendus. Et est-ce que comme ça à chaud il y a des éléments que tu as identifiés pendant combien? Ça fait déjà 12 ans en politique, plus 14 ans en politique, ouais, des éléments élus depuis 2015, voilà. Donc je suis vraiment dedans, je dirais, en tout cas des éléments 2015. Que tu dis ces éléments-là, c'est ça qui empêche justement peut-être de faire de la politique de cette manière-là, de la manière dont tu rêvais finalement, je pense, quand tu es rentré en 2010. Oui, je pense qu'il y a... ça, tout le monde le dira, mais c'est vrai qu'on est vraiment rentré, certainement ces dernières années, dans une immédiateté du débat politique. C'est-à-dire que ici à la Chambre, quand on rentre en négociation avec les collègues, les autres collègues chefs de groupe, on a forcément négocié certaines choses ici, quand ça vient du gouvernement ou autre. On n'est pas rentré en négociation depuis 10 minutes que déjà la presse va vous interroger, vous envoyer des messages, vous fouiller ce qu'on est en train de dire. Enfin, donc, il y a vraiment un manque à un moment donné. Il y a une volonté tellement forte des partis ou chez certains en tout cas, de vouloir prendre le dessus systématiquement, mais en continu. Moi j'ai l'impression que pour certains, 3 mois après la formation du gouvernement, on était déjà en campagne, quoi, en fait. Et ça, je pense que c'est un peu malsain. Je pense qu'aussi en Belgique, effectivement, les partis politiques ont certainement trop d'influence par rapport au reste. Mais en dehors de ça, quand je regarde la politique en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, on est aussi dans l'immédiateté, en fait. Oui, bien et donc, sûr. cette campagne immédiate et quotidienne, et je n'ai pas de solution, malheureusement, parce que ça passe par les réseaux sociaux, parce que ça passe par la presse. Exacerbé par la communication. Mais je pense qu'à un moment donné, certainement au niveau du gouvernement, donc ceux qui ont vraiment les plus gros leviers en main, mais ici au Parlement, on en a évidemment aussi, on devrait pouvoir se dire, bon, j'essaie de prendre un peu de distance par rapport à cette immédiateté parce que l'objectif c'est quand même aussi l'intérêt général et la défense d'un accord et de faire fonctionner le pays en ayant une attention particulière pour les plus fragiles et pour le climat, etc. Et ça, je pense, ça manque un peu. Alors, je ne vais pas dire il faut vivre avec les réseaux sociaux, il faut vivre avec la presse, évidemment, mais je pense qu'on s'en sortirait tous et toutes grandis, certainement par rapport aux extrêmes, parce que les extrêmes se nourrissent de ça. Bien sûr. De cette immédiateté. C'est eux d'ailleurs qui utilisent le plus les réseaux sociaux. C'est eux qui sponsorisent le plus les réseaux sociaux pour faire passer leur message. Bien sûr, oui, ça les chiffres le montrent clairement, tout à fait. Vlaams Belang, de nouveau, PTB. Mais de nouveau, il suffit de regarder dans d'autres pays européens, c'est le même phénomène. Et donc là, je pense je pense qu'on va revenir à un moment à un débat sans doute plus apaisé, où on essaiera davantage de trouver les convergences entre différents partis, parce que de nouveau, il faut marquer ces différences. Je crois qu'on va y arriver un jour, mais clairement, là, on n'y est pas tout de suite dans la campagne électorale. Écoute, sinon tu me le rappelleras, mais c'est mon rôle, je compte revenir là-dessus à un moment donné pour reparler un petit peu justement du lien entre le citoyen et le politique de façon un peu plus large. Avant ça, j'avais encore une citation pour toi, Gilles. Oui, j'ai trouvé des citations simplement sur Google, on trouve beaucoup de choses. En 2010, tu disais « La Belgique doit évoluer ». Je veux m'engager à 100% contre le confédéralisme, mais je condamne la frilosité francophone à ne pas vouloir aller de l'avant dans une grande réforme de l'État. Un tango, ça doit se danser à deux, entre francophones et flamands. Je trouvais ça très beau et je me permets simplement de lancer un peu la citation parce que quand on voit un petit peu évidemment ce qui s'est passé entre-temps, Bruxelles-Alvilvoort, tu le mentionnais toi-même, etc., les compétences qui ont été un peu éclatées, détricotées entre régions, communautés, fédérales. Il suffit de prendre l'exemple de la santé dont on a tous parlé pendant le Covid. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu y crois encore en fait à cette Belgique forte, fédérale, telle que tu la concevais probablement en étant président de B+? Oui. Donc effectivement, la citation à l'époque, c'était en 2010, donc c'est avant la dernière réforme de l'État. Tout à fait. Dernière réforme de l'État qui effectivement a un mérite, c'est d'avoir solutionné certains problèmes qui pour moi étaient complètement hors urgence des citoyens, dont circonscription électorale BHV. Donc ça c'est son mérite. Et ça s'arrête là. Le gros problème qu'elle a eu, c'est que par ailleurs on a fait des scissions de compétences qui n'ont pas de sens. Je pense en particulier aux allocations familiales. Ça n'a pas de sens qu'un enfant à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre ait des allocations différentes. Honnêtement, ça n'a pas de sens politique. Mais par contre, c'est bien la preuve qu'en Belgique, malheureusement, c'est juste en fait la pression nationaliste et séparatiste est quand même très forte en Flandre. Bon, c'est évidemment la NVA surtout, dans les autres partis, je la sens beaucoup moins. Et au Belang, enfin ça c'est l'extrême droite, qui fait qu'à un moment donné, le compromis c'est qu'est-ce qu'on scinde un peu moins et qu'est-ce qu'on garde au niveau fédéral. Et donc c'est sur des mauvaises bases, quoi. Et c'est ça qui s'est passé avec cette dernière réforme de l'État.
Moi, je pense qu'à l'avenir, j'espère, et c'est ce qu'il y a dans le programme d'Agricolo Group, donc là, il y a vraiment une constance aussi par rapport à mon choix politique, c'est qu'on vient de voter un programme commun institutionnel avec Groen, ce qui est déjà je trouve intéressant, et ça serait bien que toutes les familles politiques en Belgique puissent le faire. Et on demande notamment aussi de renforcer le pouvoir fédéral. Ça ne veut pas dire refédéraliser tout, parce que ça, je pense que c'est aussi des vieilles chimères un peu romantiques, mais c'est plutôt dire, en cas de crise, et on a eu malheureusement beaucoup récemment, le Covid, les inondations, eh bien, il faut que le pouvoir fédéral, à un moment donné, ait vraiment le rôle de commandement, la chaîne de commandement, même dans des compétences qui normalement n'exercent pas directement, que ce soit l'enseignement, que ce soit la sécurité civile, etc., etc. Pourquoi ? Parce que dans un laps de temps très court, on peut se dire, ok, le fédéral reprend la main pour des questions de coordination et de cohérence, et pas qu'on ait ce qu'on a eu pendant le Covid, des interminables codeco, c'est-à-dire que personne ne comprend rien entre les régions, hein, et on dit quelque chose à midi, puis le soir ça rechange. Ça, ce n'est pas possible en fait, si on veut correctement piloter. Est-ce que tu as l'impression que les autres formations politiques sont aussi un peu plus conscientes de ça et plus partants là-dessus, ou c'est encore compliqué ? Je pense, certainement dans les partis flamands au sein de la coalition Vivaldi actuelle, si je prends le VLD, si je prends Vooruit, même le CDNV, ils comprennent qu'à un moment donné, pour des questions d'efficacité en fait, de politique publique, ça a du sens de parfois dire on peut renforcer le fédéral. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment aller vers, pour les prochaines réformes de l'État, vers l'efficacité et le sens pour le citoyen, quoi. Honnêtement, et c'est pour ça que moi la rhétorique, si je puis dire, nationaliste, elle est vraiment en dehors de tout sens. Ça se base juste sur le fait que nous on est flamands, et donc parce qu'on est flamands, dans leur logique à eux, on doit faire le maximum tout seul et envoyer bouler tout le reste. Et donc là, c'est évidemment l'antithèse de ce que moi je défends, où il y a des choses qui pourraient être faites par les régions, peut-être davantage, mais surtout aujourd'hui, il faut consolider ce qui est au niveau fédéral. Aussi faire en sorte qu'un jour, bien, on puisse, comme Wallons, voter pour des politiques flamands. Honnêtement, moi je trouve que c'est incompréhensible que aujourd'hui les Wallons ne puissent pas voter. La circonscription fédérale, Voilà, elle fait encore partie de votre programme pour les prochaines élections. Oui. J'ai vu que Christophe Calvo, justement, Groen, se présente sur une liste dans le Hainaut, si mes informations sont bonnes. Tout à fait. C'est une première. Exact. Donc c'est possible aujourd'hui, mais il faut effectivement alors aller sur la liste du Hainaut, ou une liste wallonne, ce qui est permis par la loi. Et donc sans habiter dans la région. Voilà. C'est ça, okay. Donc au fédéral, en fait, il faut habiter dans une circonscription couverte par le niveau de pouvoir qu'on souhaite représenter. Donc pour le fédéral, en fait, on peut habiter n'importe où en Belgique et se présenter dans une autre circonscription. Et donc oui, Christophe Calvo donc, va être candidat au Hainaut, mais c'est évidemment justement pour montrer à quel point ça a du sens de faire ça en fait, et de dire voilà, on devrait le faire beaucoup plus et on devrait le permettre à un niveau national. Et oui, on est pour une circonscription fédérale, donc nationale, où on aurait par exemple le Premier ministre qui est flamand, et aujourd'hui les Wallons ne peuvent pas se prononcer sur est-ce qu'ils le trouvent chouette et donc ils voteraient pour lui, ou est-ce qu'ils trouvent qu'il a fait du mauvais travail, alors ils ne votent pas pour lui, ils votent pour son opposant en Flandre. Et ça, non, c'est pas possible. Ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui devrait... Et ça, c'est justement l'antithèse nationaliste, de dire justement, on va, en termes de démocratie fédérale, eh bien, on doit pouvoir se dire qu'en Wallonie, on doit pouvoir voter pour des gens, même s'ils viennent de Gand ou d'Ostende, du moment qu'ils ont une responsabilité sur le quotidien, sur la politique au quotidien. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui bloque à ce moment-là ? Qu'est-ce qui bloque dans ce genre de dossier? La circonscription fédérale, effectivement, ça fait des années, ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Différents partis politiques, je me souviens encore, je pense de Gwendoline Rutten, même de OPVLD, avait écrit un livre là-dessus. Je vais peut-être poser une question tendancieuse en disant, moi l'impression que j'ai, c'est qu'à un moment donné, tous les hommes et femmes politiques se disent c'est ça ce qu'il faudrait faire, mais à un moment donné on se rend compte que oui, mais attention, si on fait ça par contre, on risque de peut-être plus être élu, etc. Est-ce que c'est ça, mon impression peut-être que selon ton analyse, parce que toi ça fait 12 ans que tu baignes dedans, qui fait qu'à un moment donné ça bloque, ou est-ce qu'on peut mettre l'excuse entre guillemets sur la NVA et le Vlaams Belang qui eux évidemment sont peut-être pas en faveur, et tous les autres partis sont en faveur, mais bon, c'est pas l'impression qu'on en a. Que pour la faire, il faudrait changer la Constitution, et donc une majorité des 2/3. Donc il faudrait 100 députés qui soutiennent sur les 150 ici à la Chambre. C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup. Et donc oui, le blocage total NVA-Belang est un problème. Mais là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que pour moi ça ne peut pas servir d'excuse. Et clairement, dans d'autres partis, alors clairement les libéraux VLD-MR sont clairement pour, de manière assez claire. Nous, on est pour et volontariste, donc on a vraiment envie d'en faire une priorité.
Pour les autres partis hors NVA Belagne, voilà. Plus frileux. Au niveau des socialistes, par exemple, j'ai jamais entendu de grands arguments contre. Donc, je ne sais pas si... Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont, de manière très volontariste, mettre sur la table. Donc, c'est ça aussi, je pense. Pour qu'une proposition passe, il faut vraiment qu'il y ait un ou deux partis qui a du poids politique au sein d'une coalition qui en fasse vraiment une grosse priorité. Et donc nous, effectivement, il y a aujourd'hui la famille écologiste et la famille libérale, VLD-MR, qui en font une priorité. Je pense que les autres, pas vraiment. Et donc, c'est pour ça que à ce stade, je pense que ça va être compliqué. Mais le jour où on ouvre des négociations institutionnelles, alors est-ce que ce sera après les prochaines élections ou celles d'après, on verra, mais ça va un jour se rouvrir. Nous, on le mettra vraiment dans les priorités. Et à partir du moment, c'est là où on peut faire bouger des lignes. C'est quand il y a une négociation, chacun met ses priorités, et qu'à un moment donné, en Belgique, il faut faire des compromis. Donc voilà, ce serait dans ce cadre-là que j'imaginerais qu'on puisse le faire. Pas ici en lançant un vote à la Chambre, quoi. Effectivement, et je regrette du coup que tu suives Anne Lambellin du PS, parce que sinon je lui aurais posé la question. Voilà. Ah bah oui. Mais du coup, je vais quand même faire le lien avec le Parti Socialiste, parce que... on parlait on parlait avec Anne Lambellin justement pas d'écolo, mais du mouvement écologiste, etc. Tu sais très bien que le PS parle énormément de l'écosocialisme. Vous parlez de l'écologie solidaire, sur votre site internet notamment. La question que j'ai envie de poser de manière un peu provocante, PS écolo, même combat d'une certaine façon ? Non, évidemment, mais je préfère répondre clairement, parce que je vais pas faire mais je vais un peu expliciter, mais au moins la réponse est claire. Je pense qu'au niveau des écolos, et ça, moi, c'est une conviction très forte, parce que j'ai d'ailleurs commencé avec ça au niveau des valeurs, je pense que le combat climatique est clairement l'enjeu du XXIe siècle. Parce que si demain, on ne peut pas... pour la vie sur Terre, donc c'est pas tellement pour la planète Terre en soi, c'est pour les humains qui sont en capacité de vivre dignement dans les 5, 10, 15 ans à venir. Donc c'est presque demain. Ça, pour moi, c'est un enjeu vraiment qui surpasse tous les autres. Mais... on ne peut pas imaginer apporter des solutions ou des mesures à cet enjeu en disant, vous savez, il y a toute une partie de la population, on va la laisser de côté. Et tant pis pour eux, en fait. Ce que j'appelle la redistribution, le fait de ne pas laisser les plus fragiles de côté. Et ça, nous, c'est un équilibre fondamental, mais qui, depuis le début, en fait, de la création même du Parti écolo, c'est ce qu'on appelle effectivement la transition juste, l'écologie solidaire ou autre, peu importe le wording. Pour moi, c'est surtout une question de conviction politique vraiment très forte. Par rapport au PS, moi j'identifie quand même certaines différences profondes en termes de... Alors sur les valeurs de redistribution et sur les valeurs de laisser personne de côté, là je pense qu'effectivement c'est plutôt là où on a des convergences, clairement. Après il y a quand même tout le volet de comment on le fait, le volet aussi qui pour moi est très important, j'ai dit c'est ce qui m'a fait rejoindre écolo, de gouvernance, de faire de la politique autrement, de bien gérer les deniers publics, de ne pas confondre le parti et l'État, de ne pas avoir des politiques qu'on pourrait qualifié de clientélistes, c'est-à-dire de dire tiens, ce type de population-là, on va les aider plus que les autres parce qu'ils sont proches de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution tout ce que moi je reproche, en tout cas depuis toujours, parce qu'après tous les scandales, oui, bien sûr qu'il y a des évolutions et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense aussi qu'il y a quand même aussi culturellement une volonté de plus contrôler les choses, de se dire pour que notre programme puisse être mis en place au niveau des socialistes, on aime bien contrôler très fort. Nous, au niveau même de culture écologiste, on est beaucoup plus dans le fait d'y aller dialoguer avec l'ensemble de la société, de se dire que non, on va créer des ponts avec d'autres acteurs. Et si je vois par exemple au niveau économique, un sujet qui me mobilise particulièrement au niveau de l'emploi, on fait souvent les mêmes constats de redistribution, de laisser personne de côté avec les socialistes, mais au niveau de la méthode pour y arriver, nous on va être beaucoup plus dans le fait de pouvoir dialoguer, de laisser par exemple davantage quand même de respiration et de possibilités aux entreprises, par exemple aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives. Chez Ecolo, on aime beaucoup les coopératives, mais en fait pourquoi ? Parce que ce sont des citoyens qui se mettent ensemble, c'est pas l'État qui doit spécialement être la solution et prendre le dessus sur l'économie, ce qui est un peu plus une tendance, je dirais, de fond, et donc qui n'est pas en soi, qui peut être soutenu, mais des socialistes. Les socialistes aiment bien vraiment que l'État ait une emprise très forte sur l'économie. Je pense que nous, au niveau écologiste, on a autant de méfiance pour le capitalisme et le fait que le marché décide tout seul sans régulation, que d'avoir un État qui déciderait tout ou qui déciderait trop. Un peu entre on les a deux, la même méfiance. Pourquoi ? Parce qu'on pense que
il faut, comme je disais, réguler, mais il faut aussi pouvoir laisser et avoir confiance dans les hommes et les femmes quand ils développent des projets, que ce soit dans le cadre de coopératives, que ce soit dans le cadre de biens publics, que ce soit dans le cadre d'une entreprise. Et donc, on a vraiment une différence je dirais, mais là, c'est vraiment sur le fond. Je suis ici sur des arguments de fond, bien sûr. de valeurs et de relations par rapport aux institutions, je pense, que je sens entre écologistes et socialistes, même s'il y a des combats, évidemment, qu'on partage. Oui, parce que finalement, les socialistes qui commencent à parler d'écosocialisme depuis maintenant peut-être, je sais pas, 5-10 ans, je me dis c'est peut-être une victoire pour écolo d'une certaine façon d'avoir imposé cela dans les autres partis politiques, et on pourrait aller de manière un peu provocante dire en fait c'est bon, écolo, on n'a plus besoin de vous, écolo est dans toutes les têtes. Alors deux réactions. La première, c'est moi je suis toujours content quand des personnes parlent d'écologie, quel que soit leur parti, quelle que soit même leur fonction dans la société. Vraiment, moi je trouve que au plus le combat est partagé, au mieux c'est, et il ne doit pas être cantonné aux personnes qui sont membres ou qui sont labellisées comme écolo ou groen. Donc ça, moi, ça me réjouit toujours. La deuxième chose, par rapport à la présence d'écolos dans les gouvernements, moi, l'écosocialisme, pour l'instant, essentiellement de peau de Magnette, c'est un concept théorique. C'est-à-dire que quand je vois que ce soit les gouvernements ou le PS, où a été le PS sans écolo dans le passé, aujourd'hui c'est pas le cas, mais dans le passé, j'ai pas vraiment vu beaucoup de mesures climatiques, pour le dire franchement. Et donc j'ai pas envie ici de faire uniquement de l'argument contre, mais il faut reconnaître que sans les écologistes dans les gouvernements, si je parle vraiment purement politique, il n'y a pas de mesures fortes au niveau climatique, environnemental, et on le sent bien dans même les critiques qu'on peut avoir. Si je vois à Bruxelles, par exemple, sur la mobilité, on a quand même des grosses différences de vision entre le PS bruxellois et écolo, par exemple, à Bruxelles. Et là, l'éco-socialiste, je me demande un peu où il est dans le concret, dans l'action. C'est vraiment la critique que je formulerais. Et donc, je pense que pour vraiment que le climat et l'environnement restent des thèmes fondamentaux pour des gouvernements, oui, il faut des écologistes. Tout en restant pragmatique aussi, parce que c'est peut-être ça, je pense, de ce que j'entends, que d'autres partis peuvent reprocher à écolo, peut-être ce côté trop idéologue à un moment donné aussi, de toujours mettre entre guillemets l'écologie avant tout. Est-ce que c'est peut-être une critique que tu peux entendre ou... Moi, je peux toujours entendre beaucoup de critiques, j'ai pas de problème. Je pense qu'on ne fait jamais rien de parfait. Enfin, ça n'existe pas, la perfection, on le saurait. Et clairement, quand on sent qu'il y a des grosses résistances dans des quartiers, je pense nous l'exemple de Bruxelles par rapport à la mobilité, oui, il faut aller au dialogue, et oui, il faut être en capacité de changer, évidemment, sinon on ne fait pas de la politique. Tu fais référence au plan Good Move, j'imagine. Oui, par exemple, à Good Move, mais moi, dans ma commune à Ixelles, je sais bien que, parce que tout d'un coup, il y a eu des travaux. Alors là, on a à Bruxelles piloté par le niveau régional dans certains quartiers qui ont fait que si nous, du niveau communal, on rajoutait Good Move, ça allait vraiment compliquer la vie pour certains quartiers. On l'a entendu évidemment avec le bourgmestre, avec les chemins de la mobilité qui sont tous les deux écolos à Ixelles. On l'a entendu et on a pu faire des changements. Donc oui, évidemment. C'est faire de la politique de manière désincarnée et ultra verticale. Je pense que c'est... on n'ira pas loin. C'est jamais bon et c'est pas très démocrate par ailleurs. Donc, écoute, parfait. Je te remercie pour ton authenticité et ton honnêteté dans tes réponses. Je te relance du coup encore sur le citoyen, le rôle citoyen, hommes et femmes politiques. La question que je pose souvent, c'est un petit peu, c'est quoi être un homme ou une femme politique aujourd'hui, mais j'ai pas envie de poser cette question-là de cette manière-là. C'est plutôt en tant qu'homme politique, là aujourd'hui, on a déjà un petit peu parlé en début de podcast de ce qui faisait que la culture politique n'est pas toujours saine en Belgique. Maintenant, est-ce qu'il y a pour toi quelques éléments, peut-être des démocraties participatives également, dont j'entends beaucoup parler, que Écolo défend pour justement rapprocher à nouveau le citoyen et le politique? Quels sont un petit peu comme ça peut-être les 2-3 éléments dans les grandes lignes phares pour toi pour justement répondre à cette problématique? Je pense que c'est vraiment, moi c'est une de mes plus grosses craintes, vraiment, le détachement, le fossé qui se creuse entre citoyens et politiques, parce que si demain les plus jeunes, nos enfants, nos petits-enfants ne s'intéressent plus à la démocratie, à notre démocratie, le danger, c'est que d'autres s'en occupent et de manière beaucoup moins démocratique, justement, et qu'on retrouve dans des travers que personne ne souhaite. Donc moi, c'est vraiment une grosse préoccupation. Et donc, effectivement, on a des propositions avec Écolo. La première, et qu'on a mis en place d'ailleurs très fort à Bruxelles et qu'on vient de voter ici au fédéral, c'est la mise en place de commissions parlementaires mixtes, députés et citoyens. C'est des commissions parlementaires, c'est 17 personnes ici à la Chambre, donc on aurait 17 parlementaires, comme d'habitude, et 17 citoyens. Et pour qu'un texte sorte de la commission, il faut une majorité sur l'ensemble, donc les 17 plus 17, et dans chaque groupe, au sein des parlementaires, au sein des citoyens. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, et ça permet aussi d'avoir vraiment, comme le dit, une commission mixte, c'est-à-dire
il y aura un vrai échange en fait entre élus et citoyens. Et c'est sur tous les sujets, ça, du coup? Alors, c'est eux qui les choisiront. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Donc, les sujets ne seront pas prédéterminés. C'est peut être des sujets qui viennent par pétition aussi, hein, des citoyens eux-mêmêmes. Et là, évidemment, la Chambre déciderait sur le sujet. Alors, on met en place une commission mixte, comme on l'a fait à Bruxelles sur la lutte contre le sans-abrisme. On l'a fait sur plein de... Il y en a une par an presque à Bruxelles, sur la 5G aussi, hein, sur tout ce qui était télécommunications. Oui, à Bruxelles, on a eu sur des enjeux, donc, y compris très sensibles, cet échange, ce dialogue entre politiques, je dirais élus et citoyens tirés au sort. Ils sont tirés au sort, c'est ça. Ouais, donc c'est plutôt ad hoc, entre guillemets, que oui, c'est ça. Chaque commission, voilà, c'est ça. Chaque thème, on tire les citoyens au sort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a dans notre programme aussi le référendum, mais alors décisionnel. Ça veut dire à partir d'un certain moment, on pourrait avoir de nouveau, via pétition, donc on aurait quelques dizaines de milliers de citoyens qui disent ce sujet-là, cette question-là, je veux qu'elle soit tranchée au niveau d'un référendum. Et donc là, les gens donneraient leur avis directement. Et le résultat devrait, de manière inconditionnelle, être mis en place par les politiques. C'est ça l'enjeu, évidemment. Si on fait un référendum et puis ne pas respecter le résultat, c'est problématique. Attention que pour nous écologistes, on sait bien que ça peut aussi aller dans un sens qui ne serait pas celui de notre programme. Hein. Donc c'est un peu une prise de risque de promouvoir cela. Mais je pense que c'est nécessaire. Et donc nous... Et qui déciderait du coup d'organiser un référendum? Parce alors que finalement... ça pourrait être ici le Parlement, mais parce qu'il y aurait une résolution qui serait déposée par les parlementaires, mais ça pourrait aussi être une pétition. À partir du moment où on déciderait, il faudrait donner le minimum de signatures. Mais imaginons 50 000, 100 000 signatures, et alors un référendum se déclencherait automatiquement. Mais ce sont des options, c'est les options les plus fortes dans notre programme. Mais moi, je pense qu'à tous les étages, on va pouvoir beaucoup plus consulter les citoyens. Moi, je vois par exemple dans des aménagements au niveau local, au niveau communal, et c'est sans doute le niveau le plus proche des citoyens. Quand on réaménage une place, quand on réaménage un parc, eh bien qu'on consulte les commerçants, les citoyens, les habitants. Honnêtement, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais en fait, on arrive à dire voilà les options que la commune met sur la table, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un souffle qui soit lancé par la commune elle-même. Mais après, voilà, on atterrit de manière généralement assez consensuelle sur un scénario. Et je pense que c'est fondamental. On ne peut plus prendre des décisions sans participer. Et alors, directement avec les citoyens, parce que parfois il y a des organes représentatifs qui sont aussi importants. Mais je pense qu'aller directement avec les citoyens, je vois aussi le budget participatif, ça je trouve ça vraiment une idée vraiment géniale. Ça marche ce genre de budget participatif? Alors là on vient de le lancer dans ma commune à Ixelles, donc on va voir si ça marche. Mais je sais qu'à Paris par exemple, ils avaient consacré quelques millions d'euros. Alors le budget à Paris est forcément un peu plus considérable. Pas pareil mais de dire voilà, on vous met à disposition ce budget pour rénover cette place. Et le débat commence en fait avec les citoyens qui souhaitent s'engager. Donc il y a un budget. Alors est-ce qu'on en fait des équipements sportifs? Est-ce qu'on en fait une place pour avoir de l'oreca? Est-ce qu'on en fait un parc? Est-ce qu'on en fait un centre culturel? Mais ça, ce sont des débats au-delà de nouveaux couleurs politiques. Mais je suis convaincu. Concret, là. Et ça anime les gens en fait, parce qu'on est toujours les gens se désintéressent de la politique. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense vraiment pas. Et même, en particulier les jeunes. Moi, quand je discute, on reçoit beaucoup de classes ici à la Chambre, et c'est génial. Je ne sens pas du tout un désintérêt pour la politique. Je sens un désintérêt pour les partis politiques. Ça, évidemment, de dire, tiens, est-ce que le maire dit ça et c'est nul ou c'est bien, et écolo machin, et le ministre machin truc, et la ministre machin chouette. Non. Ça ne les intéresse pas. Ce que je peux comprendre, en partie, en grande partie. Par contre, quand on leur parle de c'est quoi la mobilité pour demain que vous envisagez, est-ce que vous tolérez qu'encore des gens dorment dehors à Bruxelles en 2024 ? Oui, des vraies questions de société, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui ont traversé le désert, la Méditerranée, sur des bateaux de fortune et qui arrivent chez nous? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je peux vous assurer qu'on discute des heures et des heures, et que s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui nous arrête, on continuerait toute la journée. Et donc voilà, je suis vraiment convaincu que l'intérêt politique est très grand dans la société, mais il faut vraiment, effectivement, davantage consulter, concerner et parler des enjeux, en fait, au-delà que des querelles. On revient un peu au débat de tout à l'heure, hein, au-delà que les querelles entre présidents de partis, couleurs politiques et autres.
3 mesures, finalement. Chaque fois que je pose la question, on a 3 mesures, peu importe l'homme ou la femme politique, mais c'est chouette. Ben voilà, écoute. Et des fois, ça se recoupe. Voilà, je pense que j'entendais... c'était, je pense, le PS qui proposait de éventuellement transformer le Sénat, je ne sais pas si c'est une proposition officielle, mais transformer le Sénat en assemblée citoyenne. Oui, on a aussi cette proposition. Vous avez aussi cette proposition. Ah ben voilà, okay, parfait. Mais écoute, on ne va pas faire tout le programme d'écolo, on est surtout pour parler un peu de toi, et je pense qu'on a déjà abordé énormément de choses. Et aussi, tu m'as dit qu'à midi, donc là, on est le matin, pour ceux qui nous écouteront, il y a une grande cloche qui va sonner, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je trouve que la discussion est passionnante, donc si tu as encore un peu de temps pour aborder encore 2-3 petites choses. Parlons peut-être un petit peu du coup de ce côté optimiste. Je pense qu'on le ressent aussi déjà dans cette discussion, que voilà, tu es quelqu'un de passionné et je pense qu'il faut l'être. Est-ce qu'il est important de rester optimiste quand on est en politique? Première question. Et sous-question, que fais-tu lorsque tu n'es plus optimiste? Il y a probablement des moments où tu as peut-être envie de tout claquer et tu dis bon, je retourne dans le privé, j'étais bien payé, personne m'embêtait, voilà. pour poser la question de manière un peu provocante, mais est-ce qu'il est important d'être optimiste et comment est-ce qu'on fait qu'on ne s'en va plus? Alors moi j'ai besoin de rester optimiste, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que le jour où je n'y crois plus, quand je me lève le matin, je pense qu'il faut effectivement passer à autre chose. Donc j'ai besoin d'être optimiste. Maintenant, il y a des jours où je le suis moins que d'autres. Je ne veux pas faire semblant. Il y a des jours où c'est décourageant. Quand on voit parfois la violence des débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les débats, là on est en campagne électorale, en vue de juin. Parfois c'est décourageant, c'est vrai. Moi, ce qui me redonne beaucoup d'énergie, c'est justement aller encore plus alors en contact avec les gens, faire des visites, être sur le terrain. Là, j'enchaîne vraiment les visites et c'est normal. C'est normal, on est en campagne électorale. En même temps, moi, honnêtement, je suis beaucoup sur le terrain. Des entreprises, mais de toute taille, des gens qui ont des projets sociaux, environnementaux. Et ça, moi, ça me donne de l'énergie, en fait. Positive, parce qu'on sent que la plupart des gens, ils ont envie de... que ça bouge, quoi. Voilà. C'est un philosophe hollandais qui a fait un titre d'un livre. Il est peu connu, c'est Christophe Calvo de Groen qui est très fan de ce philosophe. Le titre c'est De meeste mensen deugen. Donc c'est la plupart des gens en fait sont positifs et ont envie de changer les choses. Et je trouve ça assez fort en fait, parce que souvent on a l'impression que certainement si on passe sa vie sur les réseaux sociaux qu'on est entouré d'amertume et d'aigreur. Alors ça existe évidemment, mais quand on va de nouveau sur le terrain, au contact, moi hier après-midi, j'étais à la chocolaterie Galère à Chaudfontaine, qui ont expliqué comment ils ont tout relancé après les inondations, parce qu'ils ont été inondés, comment avec même des concurrents les ont aidés pour se remettre des équipements, pour se redresser. C'est vraiment super. Donc c'est vraiment ce contact quotidien. Ce soir, je suis avec des commerçants de ma commune XL qui s'inscrivent dans le plan climat de la commune et montrer ce qu'ils ont envie de faire. Il y a toute une présentation. Je sais que ça va me donner de l'énergie. Donc je donne des exemples pour être un peu pas trop désincarné dans ce que je raconte. Et ça me donne de l'énergie positive. Après, et qu'est-ce qui te coûte de l'énergie en politique? Comme je le disais, c'est ces débats parfois très stériles, ces jeux politiques où parfois honnêtement on est juste dans... En fait on est dans le rapport de force continu. Et c'est normal d'être parfois dans le rapport de force, je suis pas naïf, je suis pas né hier, il faut parfois négocier, parfois c'est dur, il faut tordre le bras, etc. Ok, il faut faire en sorte qu'on soit respecté, certainement dans la majorité comme écologiste avec nos valeurs, etc. C'est normal. Mais là, c'est vraiment continu, le rapport de force. Même pour des choses vraiment, parfois j'aurais même peur de le raconter. Parfois, des choses qu'on peut faire ici au Parlement, dans telle ou telle commission. Pour des futilités, peut-être, quoi. Ouais, voilà, pour des négociations qu'on a aussi tout d'un coup le rapport de force, alors qu'honnêtement, on pourrait faire ça de manière beaucoup plus apaisée. Et ça, parfois, c'est décourageant. En se disant, tiens, on ne se rend vraiment pas compte que là, on est vraiment un peu à côté en fait, de ce que les gens, je pense, attendent de nous aussi. C'est de trouver des solutions. En fait, à la fin de la journée, et je pense que c'est la meilleure lutte contre l'extrême droite d'ailleurs, qu'on voit qui malheureusement augmente dans toute l'Europe et au-delà, c'est trouver des solutions aux problèmes des gens. Moi, c'est ça. Alors oui, on a des idées parfois différentes entre partis. Donc je dis, il ne faut pas gommer les idées. Moi, je ne suis pas pour la politique de l'eau tiède. Tout le monde pense la même chose et c'est chouette. Non, ça n'existe pas ça. Il faut des débats d'idées très forts. Mais sur les arguments, sur le fond... Et moi, la meilleure chose que je peux souhaiter, c'est qu'on ait une campagne le plus possible sur le fond. Et j'essaie, moi, de le faire. Alors, parfois, oui, on va s'énerver. Parfois, ça va être des débats virulents. Mais ça ne me dérange pas. Mais restons sur le fond. Et je pense que parfois, vraiment, on perd un peu ça entre partis, même au sein
tout cas de ce que moi j'expérimente au sein de la coalition ici gouvernementale. Et ça, oui, ça me fait perdre de l'énergie. Est-ce que tu arrives à prendre du recul toi-même par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu es absorbé, comme tu le dis toi-même, c'est probablement normal, dans ce rôle, parce que tout le monde autour de la table est dans ce rôle. Mais est-ce que tu arrives des fois à prendre un peu ce recul toi-même en te disant, bon, ne te laisse pas, tu vois? Oui, on essaye, comme tout le monde dans son travail. Je veux dire, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, dans un milieu associatif, parfois il faut se dire, bon, ici, je prends un peu de recul, parce que sinon... y compris même, on reporte un peu à un jour ou deux pour dire voilà, tout le monde a besoin d'un peu prendre de recul. Je pense que et c'est pour ça que je dis quand je suis sur le terrain. C'est vraiment ta source d'inspiration, quoi. Oui, et puis c'est là où on se rend compte où sont les enjeux, en fait. Tout à fait. De nouveau, quitte à ne pas être d'accord, mais on se rend compte où sont les enjeux. Et d'ailleurs, on se rend compte à quel point parfois on serait gêné d'expliquer dans quelle négociation on est à la Chambre par rapport aux enjeux justement des personnes. Et donc voilà, ça permet vraiment de remettre, si on peut encore le dire, si je peux dire ça, j'allais dire l'église au milieu du village, mais c'est mieux les pieds sur terre, voilà. Écoute, je te donne 2 baguettes magiques, enfin une magique et une réaliste. On touche tout doucement à la fin du podcast. Alors, ton souhait réaliste, peut-être, si tu pouvais changer une seule chose pour la société belge, pour ta commune, enfin peu importe finalement ici en politique, une chose concrète que tu peux changer, qui soit réaliste, et on va dire que si tu dis moi j'ai envie de faire ça, tout le monde te suit. Ça serait quoi? Ça c'est ma première question, comme ça je te laisse un peu réfléchir pendant que je continue à parler. La deuxième du coup c'est plutôt la baguette magique. Tu as des enfants, tu m'as dit également 2 enfants. De quel monde rêves-tu pour tes enfants? Quelle est un petit peu ta baguette idéaliste, on va dire? Donc tu peux commencer par celle qui t'inspire le plus. Je vais commencer par l'idéaliste parce que je suis assez convaincu convaincu de ma réponse. Moi, un projet alors qui est vu comme idéaliste, mais pour moi qui n'est pas quand même si loin d'être jouable, c'est le revenu de base. Et moi j'aime beaucoup cette idée que je vais un tout petit peu expliciter, que je suis depuis longtemps en politique, et écolo avec d'autres l'ont lancé. C'est une vieille idée mais qui n'a jamais vraiment été mise en pratique. C'est quoi? C'est de dire chaque personne, chaque habitant a le droit à un revenu inconditionnel. Alors, pour un peu faire moins idéaliste, on pourrait dire de 18 ans jusqu'à au moment où on quitte, jusqu'au moment où on meurt, quoi. Ça serait l'idée, parce que je pense qu'avoir à 1 an ou 2 ans, ça n'a pas... Voilà. Mais de dire à partir du moment où on est adulte, on a droit à un revenu inconditionnel pour survivre. Pour vivre dignement. Donc un salaire, je préfère dire le SMIC, quoi, on va dire en France. Je préfère dire vivre dignement, parce que l'idée c'est ça, c'est se loger, se nourrir, avoir un tout petit peu de temps pour faire autre chose que se loger, nourrir, dans un tout petit peu de loisirs, et pouvoir s'occuper effectivement de ses enfants de manière digne. Donc pas de... voilà. Et à partir du moment... Parce que pour moi, ça répondrait très fondamentalement à ces inégalités qu'on voit trop. Et on sait qu'il y a encore plein de gens aujourd'hui qui passent au travers des mailles du filet. Nous avons un état social très fort en Belgique, et je m'en réjouis, mais parfois qui est, de par de par son administration, de par parfois toutes les complexités administratives, de par aussi la situation des gens qui change. Je suis marié, je suis pas marié, et hop, tout ça change. Vous avez des allocations différentes. Honnêtement, moi je trouve qu'on pourrait bien simplifier en disant voilà, chacun a droit à... Est-ce que c'est 800, est-ce que c'est 850 euros par mois entre 18 ans et la fin de sa vie? C'est idéaliste de dire. Il faudrait peut-être un peu plus pour vivre dignement quand même. Oui, un isolé, aujourd'hui le seuil de pauvreté il est autour de 1100 pour un isolé, donc on dirait jusqu'à 1100 euros par mois. Ça ne nous empêchait vraiment pas de travailler en plus, et donc ça s'accumulerait, et alors il y aurait une redistribution fiscale qui serait différente. Enfin, il y a des modèles qui existent, oui, le revenu mais universel. Ça paraît très idéaliste aujourd'hui. Moi je crois qu'on n'en est pas si loin. Et dans une société prospère comme la nôtre, je pense qu'on doit pouvoir se regarder dans les yeux et se dire on ne veut plus personne qui dorme dans la rue, on ne veut plus personne qui n'ait pas à manger tel ou tel jour de la semaine, ou qui doivent se priver pour ses enfants. Voilà, ça c'est mon Et c'est jouable ça financièrement Mais ça va coûter cher, mais en même temps, je pense qu'on a les moyens. Et effectivement, il faudrait changer certaines dispositions fiscales dans notre pays, demander des contributions à d'autres qui sont davantage riches. Mais on a tous intérêt à vivre dans une société où, je pense, personne n'est sur le côté de manière aussi flagrante qu'aujourd'hui. Moi, je suis bruxellois, je me balade beaucoup à Bruxelles. Chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, franchement, ça me... Voilà, j'estime qu'au XXIe siècle, dans notre pays, qui est l'un des plus riches au monde, il faut bien s'en rendre compte aussi. C'est inacceptable. C'est quand même totalement inacceptable. Et alors la baguette réaliste. La baguette réaliste, même si j'estime que ma baguette idéaliste n'est pas très loin d'être... Mais donc la baguette réaliste, moi je pense que, et certainement pour les plus jeunes générations, ce serait effectivement de se dire... là c'est vraiment pour moi plutôt par rapport
par rapport au climat, il y a l'encouragement des comportements, je dirais collectifs. Je pense vraiment que de manière réaliste, on pourrait tous se dire, notamment en ville, et c'est pour ça que je vais prendre un exemple très concret de Bruxelles, un peu au-delà de ma commune, effectivement, d'encourager à tel point le transport public et le partage de voitures, par exemple, que je pense qu'on pourrait tous se dire objectif, en tout cas par rapport au transport en ville, objectif zéro émission. Et ça me paraît réaliste en fait aujourd'hui. Et je vais prendre mon cas particulier. Moi, quand je travaillais, j'avais une voiture puisque j'avais ce très mauvais système de voiture salaire, hein. Je n'avais pas le choix quand j'étais dans l'industrie. Très mauvais système. Mais bref, et après j'ai eu encore une voiture parce que j'avais des enfants en très bas âge et je me disais, tiens, il faut absolument une voiture pour le ménage. Et en fait, depuis 2 ans, on n'a plus de voiture, on l'a revendue et on a pris la prime bruxellaire justement pour dire, qui nous permet d'avoir un abonnement Cambio. Parce que de temps en temps, et ça je veux le dire aussi, j'ai besoin d'une voiture de temps en temps. Bien sûr. Mais j'ai pas besoin d'une voiture qui reste devant chez moi 95% du temps. Et donc le week-end, quand mes enfants ont des compétitions sportives à gauche et à droite, parfois j'ai besoin d'une voiture. Mon père ne sait plus vraiment se déplacer tout seul par exemple. De temps en temps évidemment, pour le voir et le déplacer, j'ai besoin d'une voiture. Mais je n'ai pas besoin d'une voiture tout le temps. Et donc, entre ça et donc, tout le reste du temps, je suis en transport en commun, de nouveau en ville. Oui, c'est ça, pour ceux qui habitent à la campagne, c'est plus compliqué. On pourrait le faire pour tout le monde de manière positive. Et donc, je pense qu'on pourrait encourager davantage, y compris financièrement, mais aussi par l'éducation, en montrant que c'est possible. Et moi, pour être franc, il y a 3-4 ans, je m'étais dit, avec ma femme, on essaye, mais si ça ne marche pas, ok, on se dit qu'on revient à une voiture. Franchement, aujourd'hui, la question ne se pose même plus, quoi. Mais c'est vrai qu'en ville, je pense en ville, aussi, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je dis pour la ville, je pense qu'on pourrait tous être... Déjà, on libérerait l'exemple. l'espace public. Chaque voiture partagée, c'est 7 voitures individuelles en moins, les chiffres. Mais vous imaginez ce que ça libérerait comme espace public. Et donc je pense on voit trop ça que sur l'angle de la mobilité en fait. Mais il y a l'angle de la santé, qualité de l'air, il y a l'angle du déplacement. Ouais. Qui aime bien être dans les embouteillages? Moi quand je suis en voiture, je déteste ça. Je pense que personne n'aime ça. Mais donc si on diminue le nombre de voitures, Et donc je pense que ça réalistiquement, on pourrait se dire, mais de manière en plus où tout le monde pourrait être d'accord. Parce qu'on aurait on serait au-delà de la mobilité. Tout à l'heure on disait attention au débat idéologique de mobilité. Mais non, parce que si on encourage dès le plus jeune âge, que ce soit aussi dans les entreprises, à un leasing vélo, à un budget mobilité, mais qui sont un peu plus conséquents, donc il faudrait l'augmenter. Je pense, oui, que c'est réaliste d'y arriver et que se dire, à minima en ville, on est vraiment dans des villes zéro émission par rapport au transport. Et quelles mesures concrètes pour soutenir cela seraient pour toi faciles à prendre là, pour les Bruxellois? Moi, je pense qu'on pourrait déjà aller vers, effectivement, donc, il y a déjà un budget mobilité qui a été mis en place, donc ça veut dire que si, dans son contrat, au lieu d'avoir une voiture salaire société, qui est défiscalisée, eh bien, on a un budget mobilité pour plus ou moins la même somme, qui est aussi défiscalisée pour l'entreprise. Et là-dedans, on peut choisir un abonnement vélo, un abonnement SNCB, un abonnement STIB, une compensation en cash. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut encore trop souvent choisir la voiture également. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Et surtout, c'est que pour un certain type de travailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on élargisse ça à tous les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est que 11% des travailleurs qui ont une voiture salaire. Tous les autres n'en ont pas. Et donc, à eux aussi, on devrait pouvoir davantage encourager, y compris financièrement, parce que je suis sûr qu'une fois qu'on y prend goût, comme moi j'y ai pris goût, on ne revient pas en arrière. Parce qu'en fait, c'est le bon sens même. Et par contre, et moi je tords toujours le cou à cet argument de dire « Oui, mais attention, moi j'ai besoin d'une voiture. » Mais oui, moi aussi j'ai besoin d'une voiture. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas la prendre? Moi, j'ai besoin d'une voiture en moyenne 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures par semaine. Voilà, moi, il se fait qu'on la loue alors. On la loue pendant 1 heure et demie, 2 heures par semaine et tout le reste du temps, on fait autrement. Et donc, je pense vraiment que c'est un débat que moi, je sens justement trop idéologique. Alors que pour moi, justement, on pourrait l'aborder de manière pragmatique, en accompagnant les citoyens. Et je pense vraiment que tout le monde s'y retrouvera, y compris le monde économique. Parce que si on sort des embouteillages, c'est un coût énorme pour l'économie, si je prends que cet angle-là. Oui, donc je pense vraiment que là, il y a... Et on parle de Bruxelles, mais je pense qu'à Anvers, ce serait pareil. Ils croulent sur les embouteillages à Anvers, et donc sur une mauvaise qualité de l'air. Et donc je pense vraiment qu'on a tous intérêt dans cette direction de manière plus forte, plus dynamique, et donc plus réaliste. Parfait.
Baguette Voilà. réaliste et idéaliste, expliqué clair, net et précis. Écoute, j'ai une dernière question avant de te libérer. Les gens qui nous écoutent sont toutes des personnes, comme je le disais, qui ont envie d'un monde meilleur, mais pas que les personnes qui nous écoutent. Tout le monde, finalement, rêve d'un monde meilleur, mais beaucoup de gens ont du mal à passer à l'action, se posent beaucoup de questions. Des fois, on est tous, probablement toi et moi, des fois compris aussi, dans la critique plutôt, oui, ça va pas, etc. Quel serait ton appel, du coup, à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, qui veulent changer le monde à leur façon, mais qui savent peut-être pas trop comment, quoi. Politique, pas politique, peu importe. Oui, moi je pense que justement, moi l'appel, c'est vraiment de dire engagez-vous dans ce qui vous mobilise, dans ce qui vous semble comme la plus grande injustice, quelque chose qui vous passionne aussi. Moi, je pense que chacune, on a quelque chose qui nous passionne et pour lequel on peut se mobiliser, et ça ne passe pas uniquement par les partis politiques, évidemment. Et donc moi, je pense que je rencontre toutes les semaines des associations qui en fait ne savent pas. Cherche des volontaires. Je vais peut-être même en citer quelques-unes. Moi, je suis aussi actif dans une association qui s'appelle TADA. Ce sont les ateliers de l'avenir. Elle a été Sophie Foots, qui l'a fondée, a été notre troisième invitée. Ah, voilà. Et donc moi-même, j'y suis bénévole. Magnifique. Donc c'est une assoce qui donne un coup de main à des jeunes à partir de la deuxième primaire dans des quartiers identifiés comme plus compliqués à Bruxelles au niveau socio-économique, et donc ils n'ont pas la chance d'être encadrés au niveau familial, au niveau personnel, comme d'autres enfants le sont. Et donc ils cherchent des bénévoles, des personnes qui sont, je sais pas moi, avocats, médecins, plombiers, politiques, et qui vont expliquer en fait à ces enfants, à leur donner un réseau et leur dire voilà, c'est quoi concrètement mon métier, et je t'accompagne si tu veux, je vais te montrer mon... Et donc c'est vraiment non seulement super pour ces enfants, mais pour soi aussi. Moi, quand je vais là, franchement, ça me donne beaucoup d'énergie positive. Je sors de là, ça m'étonne pas. Mais reboosté. Il y a aussi un autre programme de mentorat lié à l'emploi à Bruxelles, Team for a Job. Et quel est l'objectif ? Eh bien, que quelqu'un qui est au travail, qui travaille, qui a déjà un peu d'expérience, eh bien, accompagne bénévolement, comme volontaire, quelqu'un qui généralement cherche un emploi depuis longtemps, ce qu'on appelle quelqu'un qui est un peu éloigné de l'emploi. Et alors il va lui donner ses trucs et astuces, il va le faire avec lui, mais donc c'est beaucoup plus à la fois humain et à la fois stimulant qu'évidemment être face à quelqu'un, et c'est sans critiquer, mais d'activiste qui va avoir, je sais pas moi, 20 dossiers à traiter par jour. Là, il y a une relation de confiance qui s'installe, et moi, tous les exemples que j'ai côtoyés ou que je connais me disent que c'est génial. Et aussi pour la personne qui fait volontaire, parce que, de nouveau, on se sent utile. Et donc, je donne ces exemples-là pour dire que ceux et celles qui nous écoutent, il y a énormément de possibilités en fonction de son intérêt propre, parce que je pense qu'il faut partir de ce qui nous mobilise le plus à l'intérieur, quoi, nos tripes, si je puis dire, de ce qui donne... Oui, ce qui est différent pour chacun. Voilà, exactement. Là, j'ai vraiment envie de changer les choses, mais il y a après tellement de possibilités de le faire que n'hésitez pas. Ça peut être 2 heures par mois. Donc moi, dans ce que j'essaie de faire aussi à côté de mon travail politique, dans ce genre d'association, c'est le temps de travail que je peux donner, parce que voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Engagez-vous dans ce genre de choses-là, quel que soit l'objectif, parce que chacun a des passions différentes, mais en tout cas, ça sera positif pour la personne que vous aidez et surtout pour vous-même. Magnifique. Ce sera le mot de la fin, Gilles. Voilà, parfait. Un tout grand merci pour ton temps. Merci voilà, à écoute, toi. on a discuté 1h05. C'était passionnant. Un tout grand merci vraiment pour ton authenticité aussi. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on commence une discussion, mais souvent, en préparant les podcasts, j'ai quand même toujours un petit sentiment. Et donc ici, encore une fois, ça se confirme. Merci beaucoup pour ton honnêteté, ta franchise et tout simplement pour tout ce que tu nous as partagé. Donc, tu es également, disons-le quand même, deuxième, je pense, sur la liste fédérale à Bruxelles pour les prochaines élections, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, à part gagner les élections ? Une campagne, moi je le disais, campagne électorale, c'est un moment important de rencontre avec toutes les strates de la société, et Bruxelles est riche de sa diversité, et donc on va faire les 4 coins de Bruxelles avec donc Raja Mawan qui est tête de liste, donc on va emmener la liste Raja et moi fédérale à Bruxelles. Écolo Groen, on aura Tine van der Straten en 3e, donc c'est vraiment une liste flamand francophone. Je pense que là, nouveau, bel exemple de coopération. On fait la différence là-dessus, mais surtout souhaiter une campagne où on a des vrais débats de fond, sereines, et on arrive à vraiment extraire les enjeux fondamentaux pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Parfait, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Gilles, à très bientôt. Merci encore. Au revoir.
Et c'est déjà la fin de ce 18e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, évidemment, partagez-le massivement autour de vous. Notez-le également si vous le voulez bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Et faites-nous également part de votre retour sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours très très plaisir. Alors moi je vous dis rendez-vous très prochainement pour le 4e et dernier épisode de la saison politique où je recevrai une personnalité libérale cette fois-ci. Abonnez-vous bien au podcast et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater. À très vite. Ciao.